Donc après ce tour d'horizon des pratiques chez nos collègues et amis européens, on recentre le débat sur la procédure de transaction en France. Donc la présidente l'a rappelé, la procédure de transaction telle qu'elle existe aujourd'hui est relativement récente, ça date de la loi Macron. Les premières applications, ça a été en 2016, il y en a eu 3 en 2016, il y en a eu 5 en 2017, une en 2018 pour l'instant et il y en aura au moins 2. Donc alors j'ai été frappé par les chiffres, notamment de nos collègues allemands et de la Commission. J'ai pas fait les stats, mais en pourcentage, on est très en dessous de ce qui se fait en Allemagne. Il y a beaucoup moins de transactions qu'en Allemagne ou à la Commission. Alors il peut y avoir un ensemble de raisons. L'une des raisons aussi étant que globalement, et sauf exception, on a aussi jusque-là plutôt tenu la ligne d'éviter les transactions hybrides, ce qui évidemment vient réduire le pourcentage de transactions qui peuvent se faire. Donc on a maintenant un peu plus de 2 ans de recul sur la pratique de la transaction. La présidente l'a rappelé, il y a eu un projet de communiqué de procédure, donc on a capitalisé sur cette expérience pour essayer de graver dans le marbre le fonctionnement de la procédure. Il y a eu un projet de communiqué de procédure, il y a eu des réponses à la consultation publique qui ont été à la fois nombreuses. Il y a eu 9 réponses et très nourries, très intéressantes. Là, le débat d'aujourd'hui prolonge un peu ces réflexions et ces échanges. Et puis, il y aura d'autres échanges avec les personnes ayant répondu à la consultation avant que le projet de communiqué définitif ne soit publié très prochainement, Madame la Présidente. donc pour débattre de la procédure de transaction en France, nous sommes avec Nicolas Guérin, donc secrétaire général d'Orange, président du Cercle Montesquieu et de la Commission de droit public économique du MEDEF. Anne Waxman, qui est avocate chez Linkletters et qui a eu une expérience concrète de la transaction dans une affaire importante de l'année dernière, donc qui a pu faire vivre cette procédure et en voir les avantages et peut-être les limites. Irène Luc, qui est présidente de chambre à la Cour d'appel et qui donc aura peut-être à connaître de certains des contentieux liés à la transaction. Peut-être pas quelques années, mais et Muriel Chagny, professeur de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Donc je propose de commencer par Nicolas Guérin. Donc Nicolas Guérin qui va nous présenter la perspective de l'entreprise, comme souvent lorsqu'il est invité à nos conférences, avec l'angle du point de vue de l'entreprise, à partir du moment où l'entreprise reçoit une notification de grief. Comment va-t-elle se positionner par rapport à l'option je transige pas? Quels sont les avantages, les inconvénients, les risques stratégiques, les effets de bord? Enfin, comment va raisonner l'entreprise et qu'est-ce qui va l'inciter ou la désinciter à rentrer dans une telle procédure? Donc Nicolas, je te laisse la parole. Parfait. Alors je vais faire un petit bémol. J'interviens pas au titre du MEDEF aujourd'hui parce qu'il y a énormément de débats en ce moment sur le MEDEF et donc je préfère prendre ma casquette Cercle Montesquieu et Orange qui trop de titres, alors on s'y perd. Voilà, d'être totalement libre de mes propos qui n'engagent donc que moi. Donc effectivement, ce qui me frappe dans cette procédure qui est effectivement assez jeune, comme vous le disiez, Madame la Présidente, c'est qu'elle touche tous les secteurs, des secteurs très différenciés. On n'est pas focalisé comme on l'a été souvent à certaines époques sur les télécoms ou sur le bâtiment, etc. On voit bien que ça touche des secteurs très différents et ça touche des pratiques très diverses. On a beaucoup parlé de cartels ce matin. Là, on est vraiment sur toutes les pratiques anticoncurrentielles. Hein. Stanislas, tu as donné des exemples. Abus d'éviction, l'affaire NJ en 2017, abus d'exclusion, une affaire dans les boules de pétanque de compétition, les ententes verticales dans le secteur des arts de la table et de la cuisine, les ententes horizontales par le biais d'échanges d'informations sur le marché de l'assistance foncière de l'établissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes, les échanges d'informations dans le secteur de revêtement des sols résilients, les pratiques concertées ayant pour effet d'accorder les droits exclusifs d'importation à une entreprise ou un groupe d'entreprises. C'est l'affaire dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer. Il y a aussi la pratique que vous avez citée, Madame de Silva, Madame la Présidente, sur le gun jumping Altis SFR. Donc on voit qu'on a effectivement une étendue de la transaction qui atteint tous les secteurs et tous les domaines du droit de la concurrence. Ce qui me marque aussi dans ce premier bilan qu'on peut faire de la transaction, c'est que en fait, il y a des recours. C'est un petit peu une surprise. Je pensais sincèrement que ce serait un peu plus consensuel. Alors, il y a une explication qui est assez simple sur l'existence de ce recours, c'est le fait qu'il y a une seule partie à la transaction côté entreprise demandeur, mais on a vu aussi qu'il y a un cas très surprenant de recours par la partie à la procédure.
Qu'est-ce qui amène une entreprise, ce qui peut amener une entreprise à entrer dans la transaction? Je vais essayer de classer ces motifs dans un ordre d'intérêt et en essayant de vous parler très librement et donc un peu crûment. La première raison qui nous pousse à transiger, il ne faut pas se leurrer, c'est diminuer, sécuriser le montant de l'amende. L'entreprise est basique. Et ça, c'est possible de le faire à partir du moment où on a la notification de grief. Dans les entreprises, on passe des provisions au stade de la notification de grief, mais le plus souvent au niveau du rapport, parce que c'est le moment où on peut évaluer, on peut passer une provision. Donc c'est typiquement le moment, l'instant où vous pouvez, la notification de grief, commencer à faire ce bilan intérêt, coût d'une transaction, et donc introduire dans votre entreprise la décision de recourir à la transaction. La seconde raison, c'est d'éviter, et là je dis encore quelque chose de très classique, d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ce qui devrait d'ailleurs sincèrement inciter aussi les plaignants à ne pas s'y opposer, voire même à la soutenir, parce qu'il est très clair que ces procédures-là vont très très vite et que donc derrière, la procédure indemnitaire peut s'engager assez rapidement sans avoir ce jeu de suspension permanente, demande de suspension, de report permanent que les entreprises attaquées organisent devant les tribunaux. La troisième raison, et je vous prie de croire que toute ressemblance avec une personne dans la salle, y compris sur cette estrade, est totalement fortuite, c'est la possibilité qu'a une entreprise par ce biais de solder un passé de délinquant. Vraiment, on n'y voyait aucun lien avec Orange. Alors, ça peut être à l'occasion d'un changement de management ou même d'une acquisition, effectivement, de faire table rase d'un passé de pratiques révolues. Et c'est un signal qui est très positif pour les autorités, mais aussi pour les actionnaires potentiels de ces sociétés. Il faut en avoir conscience. Le droit de la concurrence, il y a beaucoup de débats en conseil d'administration sur le droit de la concurrence, sur le risque concurrentiel. Ce qu'on sait peu, mais qui est, quand on fait une analyse, une revue des risques dans une entreprise, dans des grandes entreprises, ça peut représenter jusqu'à 60% du risque exposé en conseil d'administration. Donc les actionnaires sont assez contents quand on arrive à régler ces sujets-là. Une autre raison, et c'est un petit peu lié à la précédente aussi, c'est que la procédure de transaction réduit également le coût médiatique de la sanction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les procédures d'appel, de cassation sont autant de moments qui rappellent les pratiques litigieuses où vous tapez un article du Monde, un article des Échos, on redit, etc. Et au bout d'un moment, il y a même un décalage total entre l'entreprise telle qu'elle est et réellement et l'entreprise telle qu'elle est décrite dans la presse. Donc il y a un intérêt aussi à un moment à solder tout ça et arrêter ces images négatives permanentes que les consommateurs, que nos abonnés, nos usagers lisent. Voilà. C'est assez fréquent quand on a des procédures de ce type-là de se faire insulter en hotline, par exemple. Quand nos conseillers se font insulter dès qu'il y a un litige client, c'est de toute façon vous êtes un affreux, on nous ressort le cartel mobile il y a des années. Quand on arrive à les joindre. Je devrais me lever, partir. Ah non. Ne l'encouragez pas. Désolé Nicolas, le coup est parti tout seul. De toute façon, je prends ça pour mes concurrents et pas pour moi. Pas de souci. Bon, c'est très désagréable. Je pensais t'attaquer, mais pas sur ce sujet-là, sincèrement. C'est mon côté conso, ancien des GCRF. Alors, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être aussi un avantage peut-être le dernier avantage qui est un petit peu, qui a été souligné ce matin, c'est que l'avantage d'une transaction, c'est que les éléments échangés avec les services de l'autorité sont confidentiels. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement. Confidentiels, évidemment, y compris vis-à-vis des autres parties, et qui sont informés même assez tardivement des discussions de transactions. Et l'entreprise qui se défend peut parfois se prémunir de l'introduction de certaines pièces au débat, notamment sachant qu'elle aura un débat indemnitaire derrière à gérer. Donc je prends le contre-pied de ce que disait notre confrère avocat tout à l'heure, mais c'est un des attraits pour les entreprises de la procédure. C'est qu'effectivement, quand vous allez en indemnitaire, on part à zéro. Donc voilà, il n'y a pas d'aveu de culpabilité dans la transaction en droit français. Donc c'est important pour l'entreprise. Elle en tient compte quand elle demande, quand elle discute avec l'autorité d'une transaction. Alors, tout n'est pas idéal non plus. Je ne suis pas là pour dire ce qui est idéal, mais plutôt pour dire ce qui encore pose des problèmes pour les entreprises. Alors, il y a une chose qui pose un problème, c'est un petit peu ce côté binaire de la transaction. C'est-à-dire que vous avez une notification de grief et vous prenez ou vous laissez. C'est-à-dire que vous avez une étendue qui peut aller jusqu'à 17-20 griefs et vous les prenez tous ou vous les rejetez tous. Ça, c'est gênant pour les entreprises parce qu'elles peuvent estimer que certains des griefs sont complètement à côté de la plaque, voire injustes. Et donc, il y a un énorme travail à faire en interne pour essayer de présenter ça comme un tout. Mais
Alors, j'ai entendu qu'il y avait des discussions possibles auprès de certaines autorités avant la notification de grief. C'est quelque chose peut-être qui devrait être mis en place. Mais si discussion avant notification de grief il doit y avoir, c'est évidemment sur les griefs. J'ai entendu qu'il était possible d'envisager qu'il y ait des discussions avec le rapporteur général au préalable, mais que dans le communiqué, on excluait ce débat sur le fond des griefs. Je ne dis pas effectivement qu'il faut refaire les plaidoiries, mais il y a certains griefs qui pourraient être abandonnés parce que peut-être un peu compliqué à endosser pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ces griefs ne sont pas forcément non plus les plus graves, ni ceux qui peuvent intéresser le plus les plaignants. Donc là, il y a un premier petit obstacle, c'est ce tout ou rien sur les griefs. Il y a un deuxième obstacle qui est beaucoup plus sérieux et qui m'est cher et qui a été souligné justement dans les réponses à consultation, c'est les injonctions. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une très forte visibilité sur la sanction. On y reviendra, on peut critiquer, mais on a une plus grande visibilité. Par contre, on a un fort débat, c'est que les injonctions ne sont pas précises. On ne sait pas ce que le collège finalement va pouvoir retenir. Or, les injonctions ont un coût économique opérationnel qui peut être très très lourd pour une entreprise, voire beaucoup plus lourd que la sanction. Moi, j'ai un cas, alors qui n'est pas dans le nouveau régime, mais qui est le marché entreprise, où je suis sous surveillance, et je ne commande pas le fait d'être surveillant, depuis la décision sous le couvert de l'ARCEP et de l'autorité de la concurrence. Et c'est des engagements très très lourds qu'on suit, qui prennent énormément de temps. Voilà. Donc il faudrait pouvoir avoir une plus grande visibilité sur ces injonctions. Et donc peut-être avoir un échange avec le rapporteur général, en tout cas sur ce thème-là, et qu'il y ait une proposition intégrant un maximum d'injonctions faites au collège. Idéalement, pas d'injonction du tout serait parfait, mais je rêve. Donc on a cette préoccupation-là. Troisième préoccupation aussi, qui est la fourchette de sanctions. Donc effectivement, les choses ont beaucoup progressé depuis l'Ancien Régime, puisque avant, on n'avait aucune certitude sur l'assiette, hein, vous le savez. Donc maintenant, on a une fourchette en euros. Mais la crainte qu'on peut avoir, c'est que si cette fourchette est extrêmement large, c'est que, voilà, quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc un certain nombre d'entreprises souhaiteraient que la fourchette soit réduite. Alors je dis un certain nombre d'entreprises, parce que d'autres entreprises disent que c'est très bien d'avoir une fourchette large. Je parlais du MEDEF, c'est un peu des positions sur lesquelles on n'a pas forcément réussi à converger. Mais nous, en tout cas, on souhaiterait vraiment que cet écart soit réduit entre le plancher et le plafond. Et là encore, dans un monde idéal, plus il est proche du plancher, mieux c'est, mais c'est un autre sujet. Autre aléa lié à cette procédure, c'est les recours hein, dont on a parlé. Rien à dire ni à faire concernant l'entité, le plaignant, donc qui est tout à fait légitime pour moi à faire un recours, surtout dans une procédure où il est un petit peu exclu. En revanche, il y a des petits sujets qui se posent sur les autres entreprises. Nous, on était assez favorable à ce qu'il y ait une information un peu plus explicite des autres entreprises, un peu plus de transparence à un moment donné pour qu'ils puissent faire ces recours. Mais là encore, pas d'unanimité dans les entreprises. Et puis, il y a un autre aussi sujet qu'on a souligné tout à l'heure, dont tu as parlé, Stanislas, et dont on parlera, je pense, tout à l'heure, qui est sur les transactions dites hybrides, où tous les acteurs ne font pas le choix d'aller en transaction. Ce qui quand même limite considérablement le gain en sécurité juridique pour l'entreprise qui a accepté la transaction, et notamment en cas de poursuite indemnitaire. Vous vous retrouvez avec des enjeux, avec en plus la nouvelle évolution des réglementations de la loi sur l'indemnitaire et les débats de solidarité, etc. Ça devient un peu compliqué ça peut devenir compliqué de gérer ça. Alors, une autre remarque aussi, un petit regret, c'est le fait que dans le dernier communiqué de procédure, on n'ait pas tenu compte assez des programmes de conformité. Donc clairement, hein, c'est le sujet de l'absence de gain supérieur qui risque d'être désincitatif. Ça donne en plus un signal assez négatif aux entreprises qui risquent de faire le strict nécessaire en matière de conformité, alors que les précédents régimes les incitaient à aller très loin dans les programmes de conformité, dans leur mise en œuvre. Bon, l'ancien directeur juridique que je suis peut regretter le fait d'avoir perdu un effet de pédagogie fort qu'on utilisait beaucoup dans les entreprises. L'argument sans doute qui fait le plus hésiter les entreprises à aller dans la transaction, c'est l'indemnitaire. C'est clairement la suite. Donc vous savez que, et donc je parlais de l'évolution du nouveau cadre en matière de contentieux indemnitaire concurrence, donc il ne va pas ranger les choses. La transaction n'est pas une reconnaissance de culpabilité très clairement, mais les parties vont s'appuyer
très explicitement sur ce qui est dans la décision de l'autorité. Donc on a si la motivation est extraordinairement précise, on a un risque que ce soit utilisé contre nous. Et donc on compte énormément sur les juges pour qu'ils maintiennent vraiment le triptyque faute, lien de causalité, préjudice. Et ce, d'autant qu'on a un phénomène en ce moment qui est d'inflation des demandes indemnitaires. Je peux vous donner quelques chiffres dans ce domaine-là. Dans notre affaire de génie civil, on a eu 4 milliards de demandes de dommages-intérêts de la part de Numéricable sur le génie civil, donc 2,4 milliards sur le marché entreprise de la part de SFR, du seul SFR. Et puis on a des décisions qui commencent à nous inquiéter un petit peu. On parlait d'une décision récente Digicel, où on se retrouve avec des condamnations qui sont assez surprenantes de notre point de vue. On a une filiale Orange Caraïbes qui a été condamnée. Et la demande indemnitaire est supérieure à l'ensemble de son chiffre d'affaires sur tous ses produits, puisqu'elle agit sur d'autres produits que ceux du marché concerné. Le montant alloué représente 82 fois la trésorerie disponible de la personne qui a touché le chèque, 13 fois son résultat net. Il obtient 13 fois son résultat net en indemnitaire et 2 fois son chiffre d'affaires annuel du dernier exercice. Donc, outre le fait que ça devient assez lucratif de faire du contentieux concurrence, c'est quand même un petit peu inquiétant d'en arriver là. Alors, on en appelle, on verra. Mais aujourd'hui, il y a un constat très clair. Les acteurs réclament jusqu'à 10 fois plus que les montants de la condamnation par l'autorité. Et donc, on a ce risque d'inflation. Et donc, accélérer via une procédure de transaction l'aboutissement de ces procédures indemnitaires peut faire énormément hésiter les entreprises compte tenu de cette inflation des contentieux et des demandes indemnitaires. Donc encore une fois, attention et par pitié, juge, chère Irène, si on pouvait avoir des décisions ultra motivées, ce serait bien, ce serait parfait. Alors il y a quelque chose aussi, c'est un petit message pour l'autorité de la concurrence. Il y a un phénomène assez amusant qui est que tous vos communiqués de presse, toutes vos positions dans les colloques sont utilisées contre nous devant les juridictions, devant les tribunaux. Et donc, dans des cas très concrets, on s'est retrouvés, on a presque failli vous écrire pour pouvoir produire devant un tribunal de commerce notre désaccord à l'égard des communiqués de presse de l'autorité, où effectivement, on a eu le sentiment que parfois les communiqués de presse allaient au-delà de la décision. Et ça, voilà, c'est un petit peu embêtant pour nous, et je pense que ça ne facilite pas les débats devant les tribunaux lorsqu'effectivement la décision est oubliée au bénéfice d'un communiqué de presse ou d'une position colloque. Voilà, très rapidement, j'espère ne pas avoir été trop long. Donc, si on devait conclure, les avantages de la transaction pour les entreprises sont clairs, très très clairement, et d'ailleurs nous on l'a fait dans l'ancien régime, mais on ne le regrette pas. Donc les avantages sont la prévisibilité de la sanction, l'économie du temps et de ressources, ça permet de solder le passé plus rapidement pour le défenseur et ça limite le délai d'indemnisation des victimes. Les effets de bord sont également multiples, donc aléa sur la prévision du coût direct de la sanction, donc c'est la fameuse question des fourchettes. Aléa sur la prévision du coût indu de la sanction, c'est le private enforcement, l'indemnitaire qui vient derrière. Appauvrissement de la doctrine, ça j'en ai pas parlé sur les questions de fond, mais je pense que les efforts de motivation que fait l'autorité de la concurrence vont limiter énormément cet aléa. Et puis abandon d'un débat au fond devant le collège qui sera plus possible d'avoir et qui ne sera plus audible devant les tribunaux de commerce. Donc là, c'est plutôt un message adressé aux tribunaux de commerce sur, effectivement, bien réorganiser tout le débat, y compris sur la faute, pour que chaque partie puisse s'exprimer librement. Merci beaucoup Nicolas. Je reviendrai pas sur toutes les critiques tout à fait intéressantes et constructives que tu as faites. Non, mais c'est très bien. Juste un point sur le sujet. Est-ce qu'on peut négocier, enfin, ça serait bien si on pouvait négocier les griefs en amont, et aussi le sujet de la fourchette qui est peut-être un peu lié. La spécificité du système français, à la différence des systèmes de nos collègues européens qui ont été présentés ce matin, c'est effectivement la séparation de l'instruction et du jugement. Donc le fait que les services d'instruction, ils vont faire la transaction, etc. Mais à la fin, c'est le collège qui va décider. Donc du coup, difficulté pour passer à un système type commission, on va dire.
à supposer qu'on le souhaite, même difficulté si on le souhaitait, c'est que si au niveau des services d'instruction, on commence à négocier les griefs, ok, je t'enlève celui-là, ok, là je te réduis de 5 ans, etc., on court le risque que derrière, on arrive devant le collège, qu'ils disent, mais attendez, vous êtes passé complètement à côté du truc, vous avez raté ça, vous avez raté ça, vous avez raté ça. Donc nous, on est obligé de tenir la ligne, on notifie les griefs que l'on estime raisonnables et justifiés. Alors après, on n'a certainement pas la même conception du raisonnable et du justifié, ça c'est normal, mais on notifie ce qui est raisonnable, ce qu'on considère comme raisonnable. En revanche, se lancer dans une négociation sur les griefs, derrière, la séparation fait qu'on prend un risque important. Même chose pour les fourchettes. Moi, je suis assez d'accord avec ton idée de dire si les fourchettes sont étroites, c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est plus prévisible pour tout le monde. Là où on peut avoir une difficulté, c'est quand on doit intégrer dans la discussion de transaction d'autres éléments, notamment quand on a des clémences de second rang. Où là, il y a eu un avis de clémence qui a dit vous avez droit entre X% et X% au titre de la clémence en fonction de la valeur ajoutée des pièces. C'est pas le rôle des services d'instruction d'apprécier la valeur ajoutée des pièces et de décider quel est le taux à la fin. C'est celui du collège. Et donc, du coup, on est obligé d'intégrer ce paramètre-là dans la fourchette. Donc, c'est vrai que dès qu'on a des transactions avec des entreprises qui sont par ailleurs des demandeurs de clémence, de second rang, là, mécaniquement, on va avoir un élargissement des fourchettes, mais parce que ensuite, c'est le rôle du collège de décider comment arbitrer au sein de ces fourchettes clémence. Voilà, je réagis juste sur ces 2 points. Et puis, voilà. Anne, donc, toi, du point de vue du Conseil des entreprises, donc la mise en œuvre pratique, concrète de la procédure, donc, tu as eu l'occasion d'être le conseil d'une des entreprises dans l'affaire d'un revêtement de sol qui était la première transaction en cartel, donc un cas important. Donc, de ce que tu as pu vivre de cette procédure, quels sont les avantages ou les contraintes du déroulement de la procédure de transaction? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu changerais, etc. Bon, alors après l'intervention roborative de Nicolas Guérin, je vais vous donner effectivement une vision pratique de la transaction et je vais vous présenter un certain nombre d'éléments, alors dans la limite de la confidentialité évidemment de cette affaire. Alors un certain nombre d'éléments qui m'ont frappé. Alors certains m'ont frappé agréablement, d'autres assez désagréablement, je dois le dire, dans le cadre de la transaction qui a été négociée dans l'affaire des sols résilients. Donc c'est une affaire récente du 18 octobre 2017, où je représentais effectivement l'une des parties, je peux la mentionner, la société Target, qui a eu la plus grosse amende. Alors je vais reprendre la chronologie de cette affaire. Alors je ne vais pas reprendre la chronologie, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des faits depuis le début, puisque les OVS dataient de 2013. Mais je vais m'attacher à une succession d'étapes clés de la procédure en 2017, jusqu'à la décision donc, du 18 octobre. Alors j'ai identifié 6 étapes principales. Alors la première c'est le rendez-vous ou le contact pré-notification des griefs avec les rapporteurs. Alors je vous rassure, on n'a pas négocié les griefs avec les rapporteurs. Cela dit, à la fin mars 2017, on a eu ce premier contact. Et là, les services d'instruction vous donnent effectivement un certain nombre d'éléments. En réalité, le contour des griefs. Alors, c'est un rendez-vous qui peut être un peu brutal, parce que après 4 ans de procédure, finalement, vous avez cette lecture assez aride de ce qu'on vous reproche. Alors, en l'espèce, c'était 3 griefs. Mais, alors, c'est un premier échange aussi sur une éventuelle transaction. Alors, quand je dis échange, c'est très light, c'est-à-dire c'est plutôt une petite mise de pression selon laquelle on vous dit n'attendez pas trop une fois que vous allez recevoir les griefs pour vous manifester. Voilà ce qu'on vous dit. Donc on n'est pas en train de vous tendre des perches pour vous dire ça y est, on est en transaction, etc. C'est quand même assez léger, mais enfin, c'est quelque chose qui est évoqué. Alors moi je trouve que ce contact, qui n'est d'ailleurs pas lié à la transaction en tant que tel, mais qui est un contact général, devrait être vraiment institutionnalisé parce que c'est un grand progrès pour les entreprises, c'est quelque chose de tout à fait positif. Alors ça ne figure pas dans le projet de communiqué parce qu'effectivement c'est pas forcément lié à la transaction. Mais le fait de l'avoir systématiquement, je crois que c'est tout à fait positif pour les entreprises, sachant qu'il y a des moments de vide dans la procédure, des creux, et là, ça permet de se préparer psychologiquement à la réception de la notification des griefs. Alors, deuxième étape, effectivement, la réception de la notification des griefs, comme on peut le voir dans la décision, on l'a reçue quelques semaines plus tard, quelques mois, le 29 mai 2017. Alors, dans l'affaire des sols résilients, en ce qui concerne la société que je représentais, nous étions déjà en clémence depuis 2013. Ce qui fait que par rapport aux options de défense, quand vous recevez la notification de grief, vous avez une contrainte
qui est spécifique aux affaires de clémence et de transaction, c'est-à-dire que vous devez apporter à l'autorité une coopération véritable, totale, permanente et rapide à partir du dépôt de la clémence. Donc depuis 2013, la société que je représentais coopérait avec l'autorité. Alors, dans l'affaire des sols résilients, il y avait 4 parties, 3 entreprises et un syndicat professionnel. Et donc les parties avaient choisi des stratégies de défense assez différentes, puisqu'il y avait 2 clémences, une société qui n'avait pas été en clémence, de même que le syndicat professionnel. Donc à vrai dire, quand vous êtes en clémence, le choix de tenter l'option de la transaction s'impose quand même assez rapidement, alors sauf circonstances, je pense, très particulières. Alors c'est ce qui s'est fait en l'espèce. Alors sachant qu'à cette époque, on n'avait évidemment pas le projet de communiquer, et il y avait, si on se basait sur l'ancienne pratique, donc la non-contestation des griefs, le cumul clémence et non-contestation des griefs n'allait pas du tout de soi, puisqu'il fallait avoir prouvé d'un gain procédural suffisant pour obtenir le cumul, et aussi dans le cadre qui avait été explicité dans la décision lessive de 2011. Alors, pour moi, quand je lis le projet de communiqué en son point 9, et par rapport à la manière dont ça s'est déroulé dans cette affaire, il me semble quand même que le cumul est désormais, si je puis dire, j'avais d'abord mis cumul est automatique. Alors en relisant bien le point 9, je ne peux pas le qualifier d'automatique, mais il me semble quand même qu'il est simplifié. Et c'est un signal, à mon avis, très positif, là aussi, pour les entreprises, d'avoir le confort d'entrer en clémence et de se dire qu'ensuite, a priori, la transaction va être quelque chose, une opportunité qui ne va pas être écartée par le rapporteur général. Donc, à la limite, même si le point 9 pouvait encore aller vers une sorte d'automaticité encore plus grande, je crois que ce serait positif. Alors là, je vais entrer dans la 3e étape de la procédure, qui sont les rendez-vous de discussion avec les rapporteurs. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte durant ces échanges? Alors là, je vais aborder trois sous-thèmes, les modalités de la discussion, l'interaction des discussions avec les autres parties et, ce qui nous est arrivé en l'espèce, le rejet des engagements. Donc, qu'est-ce qu'on se raconte avec les services d'instruction? Bien entendu, je suis lié par la confidentialité, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, tel que je l'ai vécu, j'ai ressenti des échanges qui étaient extrêmement techniques sur les différentes composantes de la sanction, telles que définies dans le cadre du communiqué de 2011. Donc, on repart de ce document, classiquement, sur un certain nombre, donc on dissèque chaque élément à l'infini, comme on le faisait d'ailleurs autrefois à l'écrit, sauf que là, ça s'exprime à l'oral, donc c'est pas toujours facile, et on fait de l'exégèse sur de la jurisprudence, la pratique décisionnelle, les arrêts de la cour d'appel. Évidemment, on n'interprète pas du tout de la même manière. D'ailleurs, c'est flexible droit, disait le doyen Carbonnier, hein, c'est extraordinaire. Mais là encore, à l'oral, on va dire, c'est plus frappant. Alors, en l'espèce, 3 griefs avaient été déterminés par les services d'instruction. Donc, quand vous avez plusieurs griefs, et là, je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas, je ne parle pas de 10, 12 ou 11, mais enfin même 3, vous avez une contrainte extrêmement forte qui s'exerce sur vous, en matière de calcul d'amende, puisque vous savez que le plafond de 10% du chiffre d'affaires mondial s'exerce par grief. Si la calculatrice marche 3 fois pour chacun des griefs, vous arrivez à des amendes absolument astronomiques. Et en réalité, c'est un déplafonnement des 10% du chiffre d'affaires mondial, surtout quand il s'agit de sociétés, comme c'était le cas en l'espèce, de TI plutôt que de grands groupes internationaux. Alors, si je peux le dire, moi je trouve que c'est des discussions assez difficiles, avec une atmosphère parfois tendue, hein, parce que évidemment chacun est dans son rôle, hein, donc c'est pas toujours simple. Et si je peux aider tout le monde dans la salle, je dois vous dire qu'il y a des mots absolument tabous. Alors il faut éviter de les utiliser parce que là ça fait absolument bondir vos interlocuteurs. Alors j'en vois 2. Alors le premier mot absolument tabou, c'est le mot négociation. Alors, c'est quand même bizarre parce qu'une transaction, quelque part, il y a un élément de négociation. Mais si vous dites que vous négociez avec les services d'instruction, alors là, pratiquement incident de séance et les gens sortent de la salle. Bon, alors il faut le savoir. Donc, parfois, il faut trouver des périphrases. Alors, il y a un autre mot tabou et qui est encore pire. Alors là, je comprends peut-être un peu mieux, mais j'ai eu le malheur de le prononcer. C'est le mot concession. Les services d'instruction ne font pas de concessions aux parties quand on discute du montant des sanctions et des fourchettes. Donc, voilà, je vous préviens solennellement, évitez ce vocabulaire. Alors, deuxième thème dans la partie où on discute de la fourchette de sanctions,
qui a déjà été évoquée par Madame la Présidente aussi, c'est la question des transactions hybrides et de l'interaction, donc de l'attitude des autres parties quand vous êtes vous-même en train de négocier. Alors le projet de communiqué, à l'évidence, au point 19, se montre très négatif sur les transactions hybrides que vous semblez ne pas vouloir développer. Alors on comprend bien le point de vue de l'autorité dans ce cadre-là, évidemment. Toutefois, quand vous êtes du côté de l'entreprise, c'est une situation qui est assez pénible quand vous la vivez, si je puis dire, en live. Parce que, et encore, dans l'affaire des sols résilients, nous n'étions que 4. Mais 4 avec 2 demandeurs de clémence et 2 autres qui n'avaient pas fait de demande de clémence, évidemment, des stratégies de défense préalables qui sont diamétralement opposées. Alors, lorsque vous avez validé dans la douleur votre fourchette de sanctions avec les services d'instruction, mais en fait, ce n'est pas encore fini. Il faut encore arriver à ce que les autres parties transigent. Dans l'hypothèse où, évidemment, les transactions hybrides ne sont pas acceptées ou sont a priori rejetées. Alors là, vous n'avez plus aucun levier parce que vous devez attendre, finalement, que l'autre partie trouve un accord, signe sa transaction, enfin, trouve la fourchette avec les services d'instruction. Alors c'est assez difficile, c'est une période un peu tendue parce que de quelques jours où on se demande si on n'a pas fait tout ce travail pour rien, sachant que, comme il a été rappelé, vous devez aussi faire en parallèle le travail de, si la transaction échoue, parce que vous-même, vous n'aviez pas trouvé la fourchette adéquate ou les autres parties n'ont pas transigé, vous êtes obligé de déposer des observations. Alors quand vous êtes en clémence, tout ça fait que c'est une période compliquée au sein des entreprises. Les conseils d'administration posent beaucoup de questions parce que c'est une situation tendue. Alors l'autre possibilité, mais je crois que c'est extrêmement difficile, c'est de convaincre le rapporteur général d'accepter une procédure hybride. C'est compliqué. Hein. Donc c'est compliqué. Exactement, c'est très difficile de le convaincre. Je ne dis pas jamais, mais c'est compliqué. Voilà, donc je préfère que ce soit lui qui le confirme, mais c'est la réalité. Alors, troisième temps de ces discussions, c'est le sujet des engagements. Alors, dans notre affaire, si je puis dire, ça a été la douche froide du dossier. Parce que, et cela n'est pas confidentiel puisque c'est au paragraphe 462 de la décision de l'autorité, nous avions proposé des engagements. Alors, c'était des engagements qui étaient tout à fait canoniques, qui correspondaient à tout point de vue à la dernière pratique de l'autorité en matière de non-contestation des griefs et qui évidemment étaient conformes au document cadre de l'autorité en matière de conformité du 10 février 2012. Alors, nos engagements ont été rejetés par les rapporteurs lors des discussions préalables et on a retenté notre chance devant le collège qui, de la même manière, comme il ressort du paragraphe 463 de la décision, a considéré que les engagements ne pouvaient pas être retenus en l'espèce. Alors, c'est une position qui est dure, et c'est vrai que, alors ça c'est peut-être tout à fait historique en liaison avec les sols résilients, puisque c'était la première grande affaire de cartel, et par rapport à la pratique antérieure, certes, d'une autre procédure qui était la non-contestation des griefs, pour moi il y a eu un renversement des principes habituellement applicables, puisque les engagements en matière de non-contestation des griefs étaient acceptés, valorisés d'une certaine manière. Là, on a appris, et là, en tant que conseil, c'est assez difficile parce qu'on n'avait pas entrevu un tel revirement, je dirais d'autant que la loi Macron prévoit encore dans son texte même la possibilité de donner des engagements. Donc on n'avait pas entrevu une position aussi dure des services d'instruction, et cette fois-ci également du collège, en matière d'engagement. Donc on n'avait pas anticipé ce point-là, et je bats ma coulpe là-dessus, mais je pense que c'était assez difficile. Alors si je puis me permettre, moi j'ai trouvé qu'il était d'autant moins élégant, alors là je ne serai peut-être plus jamais réinvité à un rendez-vous de l'autorité, mais c'est pas très élégant puisque le lendemain de la décision, donc la décision des sols résilients est du 18 octobre 2017, et le lendemain de la décision, dans un communiqué du 19 octobre 2017, donc l'autorité retirait le document cadre sur les programmes de conformité de 2012. Alors effectivement, pour nous, la séquence, je dois dire, n'a pas beaucoup plu à nos clients parce que là, il y a eu un petit problème d'anticipation qui, encore une fois, est peut-être historique. Alors, malgré cette aura négative à propos des engagements, ils sont très largement évoqués dans le projet de communiqué. J'ai relevé, ils sont mentionnés dans le point 13, le point 20, le point 23, le point 26, le point 28, le point 36. Donc,
je pense que tout espoir n'est pas perdu. Ils n'ont pas disparu du paysage juridique du droit de la concurrence en France en matière de transactions, mais ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile, je pense. Alors, quatrième étape, donc vous avez votre fourchette. Les autres parties ont obtempéré, comme c'est le cas dans ce dossier. Et donc, vous arrivez à la signature du PV de transaction qui a eu lieu le 25 juillet 2017 en l'espèce. Donc, dans les 2 mois de la réception de la notification des griefs. Alors ce PV, comme il a une nature confidentielle, mais franchement, pour vous rassurer, il ressemble beaucoup au PV de non-contestation des griefs, donc il n'y a pas de surprise particulière sur ce document. Avant, on obtenait cette fourchette en pourcentage, on obtenait un pourcentage de réduction qui, en réalité, dans la pratique récente, s'était transformé en fourchette de pourcentage de réduction. Et maintenant, effectivement, vous avez la fourchette en matière de transactions entre X millions d'euros et X millions d'euros. Alors, 5e temps, je suis presque à la décision qui est le 6e temps. Peut-être un mot qui peut intéresser les personnes dans la salle sur la séance. Donc nous, la séance a eu lieu, donc on a signé le PV le 25 juillet, la séance a eu lieu le 27 septembre. Donc on est vraiment dans une cadence rythmée et rapide, évidemment beaucoup plus rapide que dans le cadre d'une procédure standard. Je ne parle même pas notamment quand il y a à cause du rapport. Alors la séance est effectivement divisée en 2 parties, vous le voyez dans le projet de communiqué, donc ça se passe effectivement comme ça. Donc vous avez une partie commune à l'ensemble des parties qui va correspondre un peu ou prou à ce qu'on connaît déjà dans une séance classique. Peut-être une remarque, c'est que ce début de séance commune va être un peu plus court qu'une séance classique, dans la mesure où, en réalité, tout le monde s'est mis d'accord sur le champ des griefs, d'accord contraint ou forcé, mais d'accord quand même. Donc, présentation des griefs par les rapporteurs, le rapporteur général adjoint sur le cas intervient, et intervention du commissaire du gouvernement. Alors ensuite, il y a une partie individuelle, effectivement, qui va être dédiée à chaque partie devant le collège. Alors, sur ce point, quel type de dialogue, j'espère que j'utilise le bon terme, peut se nouer avec le collège? Parce que, encore une fois, comme on n'avait pas le projet, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut envoyer un document, une note au collège? Qu'est-ce qu'on envoie? Est-ce qu'on envoie 50 pages, une note synthétique? Donc on s'était posé beaucoup de questions là-dessus, et effectivement, dans la mesure où les notes échangées avec les services d'instruction ne sont pas versées au dossier soumis au collège, point 24 du communiqué, si vous ne produisez aucun document écrit devant le collège a juste le dossier des services d'instruction. Donc là, il y a quand même un point d'équilibre des droits de la défense, et je pense que c'est un sujet crucial d'envoyer un document au collège. Mais, encore une fois, nous, on s'était posé beaucoup de questions. Le projet de communiqué donne quelques éléments, mais je me demande si le cadre procédural ne devrait pas être un peu clarifié. C'est-à-dire que, d'habitude, on n'envoie pas de document au collège directement. Alors, on va l'envoyer à la procédure, certes, mais à qui est-ce qu'on envoie le document? Combien de temps à l'avance par rapport à la séance? Quel est le caractère, quelle est la confidentialité de ce document? Puisque moi, je vois le point 24 de votre communiqué comme couvrant les documents qui ont été échangés avec les services d'instruction. Alors, la note devant le collège, est-ce qu'elle est distribuée aux autres parties? Je dirais, peu importe la solution, mais il faudrait qu'on sache exactement comment. Donc là, il y a peut-être procéduralement un cadre juridique peut-être à solidifier. Et je vais terminer je vais dire un mot sur la décision, peut-être. Je vais juste finir. Donc la décision est adoptée le 18 octobre 2017, donc assez rapidement, on va dire moins d'un mois après la séance. Alors la décision fait 72 pages. Donc je ne peux pas dire que c'est une décision qui est courte en tant que telle. Alors si on était à la Commission européenne, évidemment c'est une décision de transaction qui est énorme. Mais 72 pages, c'est quand même une décision, on va dire, assez longue. Alors, à tout prendre sur la longueur des décisions, comme le disait Nicolas, je pense, sans trop m'avancer, que si nous n'avions pas été en transaction dans cette affaire, on aurait eu une décision de 300 ou 400 ou 500 pages, probablement, puisqu'on avait 3 griefs et des pratiques qui avaient parfois duré plus de 20 ans. Donc forcément, on aurait eu une décision beaucoup plus longue de ce point de vue-là. Donc c'est un point positif, en tout cas, pour les parties qui transigent. La transaction est quand même une procédure qui doit être faite pour les parties qui transigent. Mais et c'est aussi l'approche qui est privilégiée par la Commission européenne et le Bundeskartellamt. Mais
Je trouve que c'est dommage, là encore, que le projet de communiqué n'évoque pas le fait que, en tant que bénéfice de la transaction, vous bénéficiez, je dirais, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, mais est-ce qu'il ne faut pas le dire, c'est-à-dire une sorte de décision simplifiée? Je pense que ce serait bien dans le communiqué de prendre position là-dessus, plutôt que de simplement le mettre en œuvre en pratique. Et je conclurai, avant de peut-être laisser la parole à Irène Luc, mais je conclurai sur la motivation de la décision. 2 éléments. C'est le point 35 du communiqué, où le collège dit nous allons nous départir du communiqué sanction de 2011, même s'il va servir de base aux discussions avec les services d'instruction. Alors moi, je pense que ça mérite un débat quand même entre le collège et les différentes parties prenantes. Est-ce que c'est vraiment un progrès du droit d'abandonner le communiqué sanction de 2011 ? Moi, je dois dire qu'on se sent un petit peu nu sans ce document, ayant bien connu aussi la période antérieure, les dérives de la période antérieure où on n'avait aucune base. Et je dis quand on se sent un peu nu, j'aurais utilisé un autre terme si on était dans le petit groupe. Mais en tout cas, là encore, la Commission, dans sa décision, quand elle adopte des décisions de transaction, applique ces lignes directrices de 2006. Donc ce n'est pas un obstacle absolument. Alors le système est très différent, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de fourchette, mais bon, ce point 35 me paraît une prise de position juridique de fond extrêmement forte. Bon, il faut s'en rendre compte. En conséquence, je pense également que sur l'exemplarité des décisions, sur les transactions, on perd un petit peu de sens. Et on perd ce besoin qu'on avait de se rassurer, que ce soit au niveau des conseils ou de l'entreprise, parce que dans la NCG, qui avait beaucoup de défauts, moi j'ai toujours critiqué cette procédure, mais dans les décisions de procédure normale ou de NCG, on pouvait faire un étalonnage. Alors c'était peut-être pas du grand droit, mais enfin on disait tel niveau de gravité, la messagerie, là ça vaut 9%, et on aura tel... Là, on n'a plus de ces éléments d'étalonnage, que ce soit sur le niveau de gravité ou sur les réductions. Alors, évidemment, il y a du pour et du contre. Mais je crois que... je pense quand même que ça rend les choses peut-être un petit peu plus difficiles. Et donc, je serais effectivement intéressée, mais je ne veux pas court-circuiter le président, mais d'entendre la Cour d'appel sur ces sujets. Merci beaucoup, Anne. Juste si je peux réagir sur deux points. Alors, sur le communiqué sanction, pour moi, ce que dit simplement, quand on dit que la décision n'est plus fondée sur le communiqué sanction, c'est simplement que quand il y a une transaction, mécaniquement, c'est pas forcément écrit, mais nous, service d'instruction, on va regarder en disant ok, s'il n'y a pas de transaction, qu'est-ce qui risque ? Et l'avocat d'entreprise va faire exactement le même calcul de l'autre côté. Donc le communiqué sanction, implicitement, ça va être le point de départ de la négo. Enfin, on va tous partir de là pour voir où on se positionne. Pardon. C'est enregistré. Du dialogue unilatéral. Bon, ok, moins 10 points. Ensuite, une fois qu'il y a eu un deal, je ne sais pas si je peux dire ça non plus, mais bon... Je suis perdu. Voilà. Une fois, en tout cas, qu'il y a un accord sur une fourchette, nécessairement, cette fourchette est décorrélée du communiqué sanction, puisque sinon, tu ne l'aurais pas signé. Si je te fais une transaction au même prix que le communiqué sanction, normalement, tu n'es pas super intéressé. Donc, mécaniquement, la fourchette sur laquelle on va toper, ça ne sera plus le reflet exact du communiqué sanction, puisqu'il y aura eu, non pas une négociation, mais quelque chose qui se sera passé entre les deux, quoi. Sur les programmes de compliance, que ça a été aussi évoqué par Nicolas, donc ce que dit Revêtement de Sol et ce que dit le communiqué du 19 octobre, il ne parle pas des engagements en général, hein, il parle des engagements de conformité, donc d'une catégorie d'engagement. Pour l'instant, on ne dit rien sur les autres catégories d'engagement et on n'a pas eu de cas où la question s'est posée, donc on verra quand on aura un cas où on nous proposera des engagements autres que de conformité et on verra si c'est pertinent, pas pertinent, si c'est une usine à gaz, pas une usine à gaz, si c'est contrôlable, pas contrôlable, mais bon, pour l'instant, ça s'est posé que sur les programmes de conformité. Alors, la raison pour laquelle il y a eu cette évolution ou ce revirement sur les programmes de conformité, enfin de mon point de vue en tous les cas, moi les 3 raisons qui m'ont poussé à mettre fin à la pratique consistant à valoriser les engagements de conformité, c'est d'une part cette pratique datée d'une dizaine d'années. Je pense qu'elle pouvait assez bien se comprendre il y a 10 ans, à l'époque où la culture de conformité était encore assez peu implantée en France. Donc c'était un moyen de contribuer au développement de cette culture de conformité.
qui s'est effectivement contribué, peut-être grâce à l'autorité de la concurrence, grâce à d'autres certainement, enfin qui s'est effectivement développé. Depuis, il y a eu la loi Sapin 2 qui a, alors là pour le coup, gravé dans le marbre toute la logique de conformité, etc. Donc il me semble que si ça avait pu effectivement justifier quelque chose il y a 10 ans, c'est probablement moins pertinent ou moins nécessaire aujourd'hui. Il y avait une autre raison qui est une raison de principe, plus de principe à mon sens, qui est que le devoir d'une entreprise, c'est de respecter la loi. Il y a plein de moyens différents de respecter la loi, les programmes de conformité étant certainement un moyen efficace quand ils sont bien faits. En revanche, c'est une responsabilité de l'entreprise et ça doit être financé par l'entreprise. Là, on était dans un système où finalement, c'était une réduction d'amende, c'est des deniers publics. Donc on finançait sur des deniers publics la mise en place de programmes de conformité qui sont une obligation de l'entreprise. Enfin, en tout cas, qui sont un moyen de respecter la loi, qui sont une obligation de l'entreprise. Donc je trouvais que c'était un peu étrange de subventionner une entreprise pour l'aider à respecter la loi, avec en plus des effets pervers, qui est que l'entreprise qui avait mis en place spontanément un programme de conformité, elle avait droit à rien, parce qu'elle avait déjà son programme de conformité, même s'il n'avait pas marché. Et une entreprise qui n'avait rien fait, elle pouvait ramasser quelques millions en disant je vais mettre en place un programme de conformité. Donc en plus, ça créait des incitations qui pouvaient quand même être assez adverses, et parfois ça pouvait inciter à ne pas mettre en place de conformité, de programme de conformité, et à se le garder pour le moment où on pourra le monnayer. Et puis la troisième raison, qui est plus accessoire, mais quand même, c'est qu'à partir du moment où on demande des engagements, on est obligé de surveiller leur bonne exécution, de les monitorer, de demander des rapports, etc., ce qui fait une charge supplémentaire pour les services d'instruction. Et donc, on se retrouve avec une procédure de transaction qui est certes pour les entreprises, mais qui est aussi pour alléger la charge administrative de l'autorité. Et en acceptant des engagements, on se rajoute de la charge administrative, ce qui n'est pas complètement le but de la transaction. Donc voilà, de mon point de vue à moi, il y a probablement d'autres raisons possibles, etc., mais de mon point de vue à moi, c'est les trois raisons qui font qu'effectivement, on a décidé d'abandonner les engagements de conformité. Ça ne dit rien sur les autres engagements dans le cadre d'une transaction, ça on verra. Voilà. Maintenant, je repasse la parole à Irène sur la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe après la décision et notamment quel impact une procédure de transaction peut avoir ou pas sur les procédures indemnitaires? Est-ce que ça les simplifie? Est-ce que ça les complique? Est-ce que c'est de nature différente? Comment ça se répercute derrière sur ces procédures-là, Irène? Merci Stanislas. Je voudrais tout d'abord remercier Madame de Silva et les organisateurs du colloque de m'avoir invité sur ce sujet passionnant, mais qui est encore un sujet théorique, puisque nous n'avons pas encore eu d'action indemnitaire à la suite de transactions. En revanche, nous avons déjà eu des actions indemnitaires à la suite de non-contestation des griefs. Et je veux faire donc part de mon opinion personnelle sur ce sujet, donc des conséquences pour les victimes de l'adoption par l'autorité d'une procédure de transaction, en soulignant que, évidemment, mes propos n'engagent que moi et que, évidemment, ils ne doivent pas être versés au dossier des futurs litiges qui seront portés devant la Cour d'appel. En tout cas, j'espère. Alors, il me semble que, d'ores et déjà, on a pu déceler que, à travers les diverses interventions, que la position des victimes par rapport à cette procédure était ambivalente. Certains donc, ont pu signaler ou souligner que c'est la crainte des actions civiles revigorée par la transposition de la directive sur les dommages-intérêts qui justifierait le recours par les entreprises mises en cause à la procédure de transaction, ce qui semblerait dire que finalement cette procédure est plutôt protectrice des entreprises et défavorable aux victimes. Et puis il y a également le point de vue inverse qui consiste à dire et que Nicolas Guérin a manifesté, qui a manifesté ses craintes à l'égard d'une multiplication et d'une inflation des demandes de dommages-intérêts à la suite de ces procédures. Alors, je vais essayer de traiter ces deux points, parce que souvent la vérité, elle se situe au milieu, et de dire qu'il me semble que si les actions en réparation devant les juridictions commerciales spécialisées, puisque vous savez que ces actions vont devant des tribunaux de commerce spécialisés, à la suite de la procédure de transaction, peuvent sembler freinées par certaines caractéristiques de la procédure, il me semble que les apports de la directive européenne sur la réparation des dommages à la suite de pratiques anticoncurrentielles et les caractéristiques de la procédure française rendent ce constat beaucoup plus nuancé. Alors tout d'abord, en quoi est-ce que ça peut constituer des freins aux actions civiles? Il me semble à trois niveaux. Au niveau donc, de la procédure de l'autorité, au niveau de la décision, donc j'essaierai de répondre aux interrogations d'Anne Waxin, en tout cas de lui faire part
de mon opinion personnelle, et puis au niveau de l'accès aux pièces du dossier de l'autorité après la décision. Alors la procédure de l'autorité, il me semble que les objectifs qui sont poursuivis par cette nouvelle procédure de transaction qui succède à l'ancienne procédure de non-contestation des griefs sont vraiment focalisés non plus sur les mesures correctives comme avant, mais sur la non-contestation des griefs, les engagements n'étant finalement que subsidiaires. Enfin, il me semble, le législateur l'affiche. Hein. Donc, on voit bien que l'avantage principal pour l'autorité, c'est de dispenser de la rédaction d'un rapport, d'accélérer l'instruction et également de faciliter la rédaction des décisions. Les avantages pour les entreprises ont déjà été soulignés, une certaine sécurité juridique par rapport à l'ancienne procédure, la rapidité de cette procédure, la minoration de la sanction, certes, mais aussi le caractère secret des discussions avec les services d'instruction. C'est ce qui est quand même un moteur de l'entrée en discussion des entreprises. Les plaignants, quant à eux, ils ont intérêt, bien évidemment, lorsqu'ils portent une affaire devant l'autorité, à voir reconnaître le caractère anticoncurrentiel des pratiques qu'ils ont dénoncées et de participer, pour ce faire, le plus possible aux échanges contradictoires qui ont lieu entre les parties. Or, il s'avère que dans la procédure, et ça a évidemment des justifications, ils ont un accès restreint au contradictoire, puisque, ainsi que Mme De Silva l'a rappelé, les discussions entre les entreprises mises en cause et les services d'instruction après la notification des griefs donc, sont secrètes, les plaignants n'y ont pas accès, ils n'y participent pas. La proposition de transaction et le procès-verbal de transaction ne sont pas communicables aux plaignants, ainsi que la Cour d'appel l'a décidé dans un arrêt effectivement du 6 juillet 2017, où la Cour d'appel a pris en compte la finalité finalement de la procédure de transaction, en disant que la renonciation de l'entreprise à contester les griefs et le montant de sanctions, dit la Cour, on verra ce que Muriel pense de ce rajout, montant de sanctions, requiert pour être efficace que cette partie puisse bénéficier d'une confidentialité des échanges qui se déroulent entre elle et l'autorité. Il y va donc, selon la Cour d'appel, de l'incitation des parties à entrer dans cette procédure, et donc il en résulte pour elle que les échanges des parties mises en cause avec les services d'instruction afin d'aboutir à une transaction doivent demeurer confidentielles, ce que justifie les impératifs de la mission de protection de l'ordre public économique dont est investie l'autorité. Alors, le plaignant, certes, il accède au dossier au stade de la notification des griefs, mais il n'a pas les moyens d'influer d'une manière ou d'une autre sur le périmètre des griefs, de discuter des griefs, puisqu'il va se borner finalement, mais c'est quand même important, il va pouvoir répondre à la notification des griefs, mais sans connaître la position des entreprises mises en cause qui ont accepté d'entrer dans la voie de transaction. Et cette procédure ne comportant pas de rédaction de rapport, il se voit privé de la deuxième étape de procédure contradictoire qui aurait pu leur permettre de s'exprimer. Alors on pourrait penser que cette procédure peut dissuader les plaignants de porter leurs affaires devant l'autorité, mais il me semble que cet inconvénient existe déjà en grande partie, enfin existait déjà avec la procédure de non-contestation des griefs et la procédure d'engagement. Et je dirais qu'il est inhérent au statut de plaignant devant l'autorité, qui, ça a été fréquemment rappelé, le plaignant n'est pas maître de l'action publique qu'ils ont déclenchée devant l'autorité, hein, et donc ils ont forcément, quoi qu'ayant quand même des prérogatives plus importantes en droit national qu'en droit de l'Union, ils n'ont pas tous les pouvoirs dans la procédure de l'autorité. Alors le plaignant est avisé de la transaction 3 semaines avant la séance, mais n'assiste plus à la séance de plein droit, hein, si on se reporte au terme de la loi, mais à l'initiative de l'autorité. Et en pratique, il a été rappelé tout à l'heure que le plaignant assiste à la première partie de la séance, alors sur les faits, leur qualification et leur imputation, donc sur les griefs, ce qui me semble quand même important. Il participe à cette partie de la séance. Alors j'en viens maintenant aux décisions du collège. Comme vous le savez, le juge commercial devant lequel on va porter une action indemnitaire est lié, j'y reviendrai dans la deuxième partie, par le constat de pratiques anticoncurrentielles de l'autorité. Et alors, ces décisions de l'autorité, elles sont très importantes parce que, ça c'est un constat personnel, souvent dans les dossiers des parties qui demandent réparation, on n'a que la décision de l'autorité. Donc bon, vous voyez,
Parfois, les plaignants ne font même pas l'effort d'apporter des preuves extrinsèques, et donc apportent, ça arrive. Je vois Maître Saint-Esteban qui opine du chef, mais non, qui nie. Il arrive, mais je ne parle pas de vous, bien sûr. Mais, ça arrive qu'on n'ait que ça. Et alors, c'est vrai que vous voyez que le rôle de l'autorité est extrêmement important dans la motivation de ces décisions. Or, il faut bien constater, effectivement, ça a été dit, que les décisions de transaction sont moins motivées que les décisions classiques de sanction. La partie discussion, qui est le grand 2, traditionnellement, est plus brève. Alors, j'ai regardé dans les dernières décisions, donc l'affaire Engie, l'affaire des produits vétérinaires, qu'elle recouvrait une part allant du quart au tiers de la décision, à peu près, ce qui renverse un peu la proportion des décisions classiques. Alors, les principes généraux, effectivement, sont rappelés, mais leur application concrète au cas est plus succincte que dans une décision classique, notamment la partie relative à l'objet et aux effets. Alors, sur le calcul des sanctions, ce qui semble se dessiner dans la pratique de l'autorité, c'est de motiver brièvement la gravité des pratiques et le dommage à l'économie, d'ailleurs dans une partie unique, et à ne pas effectivement se référer explicitement aux lignes directrices, même si celles-ci inspirent les discussions en amont entre les services d'instruction et les entreprises. Or, il se trouve que les parties des décisions qui sont relatives aux effets des pratiques, au dommage à l'économie, sont les plus susceptibles, d'ailleurs Madame Favre l'avait dit dans un colloque, sont les plus susceptibles de servir aux victimes pour caractériser le lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et leurs dommages prétendus. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, les entreprises victimes sont friandes de ce genre de précision. Alors j'en viens maintenant à l'accès au dossier de l'autorité. Bien évidemment, c'est aussi l'accès aux pièces du dossier de l'autorité une fois que l'affaire est terminée qui permet de nourrir souvent les dossiers des plaignants, des victimes, les dossiers de dommages-intérêts. Or, je rappelle très brièvement qu'en vertu du nouvel article L483-5 du Code de commerce, ni les plaignants ni les victimes tiers à la procédure ne peuvent accéder aux éléments incriminants. On retombe sur les éléments que j'ai cités tout à l'heure, les éléments auto-incriminants du dossier, à savoir les éléments, la déclaration de non-contestation des griefs et la partie du procès-verbal de transaction qui reprend qui formalise l'accord transactionnel de l'entreprise avec les services d'instruction. Mais n'oublions pas que les plaignants ont eu un accès au dossier de l'autorité au stade de la notification des griefs et qu'ils sont donc à minima détenteurs de la notification de grief qui, elle, contient tous les éléments. Elle est souvent 3 fois plus grande que la décision elle-même, et des pièces annexes qui étayent cette notification des griefs. En revanche, il est vrai que les victimes qui sont tierces à la procédure doivent, si elles entendent accéder au dossier de l'autorité, demander au juge l'accès aux pièces de ce dossier, ce qui suppose qu'elles puissent identifier quelles pièces elles doivent demander, puisque vous savez que la demande faite au juge doit être suffisamment précise. Donc là, on est obligé de se reporter à la décision et de dire qu'il faut que la décision soit suffisamment précise pour que les tiers puissent savoir quelles pièces demander dans le dossier de l'autorité. Voilà un petit peu le raisonnement. Voilà. Alors, on voit que les inconvénients présentés par la procédure de transaction doivent être nuancés et que bien plus, la transposition de la directive sur la réparation des dommages résultant des pratiques anticoncurrentielles offre de nouvelles opportunités, et pas des moindres, aux victimes, notamment en ce qu'elle instaure une présomption irréfragable d'infraction et en ce qu'elle améliore les conditions générales des actions civiles. Alors, tout d'abord, la présomption irréfragable, elle est posée par nouvel article du Code de commerce L481-2, qui dit qu'une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L481 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale, dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. Je vais insister sur ça, pour la partie relative à ce constat prononcée par l'autorité.
Donc c'est une présomption irréfragable, c'est une grande nouveauté en droit national. Ça n'est pas une nouveauté dans les autres États membres, puisque les décisions administratives lient le juge dans la plupart des États membres, mais en France, ça n'était pas le cas, puisque les décisions d'une autorité administrative étaient censées ne pas lier le juge judiciaire. Désormais, c'est le cas. Alors, le constat d'infraction, on l'a bien évidemment dans la décision de transaction, puisqu'on a les griefs, hein, et ça, du temps de la notification, de la non-contestation des griefs, la Chambre commerciale l'a reconnu, la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Et j'en viens au deuxième point, cette décision ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. La décision de transaction me semble insusceptible, parce que je n'ai pas à statuer sur ce point, mais à titre personnel, me semble insusceptible de recours, à tout le moins sur le constat d'infraction. Hein, parce que c'est la valeur qui était attachée aux décisions de non-contestation des griefs. Je ne vois pas pourquoi on n'attacherait pas la même valeur à la décision de transaction. Alors après, la question de savoir si le recours est ouvert sur les amendes, je la laisse ouverte volontairement. Hein. Et Muriel va, je crois, elle se lancer dans l'analyse. Alors on voit bien pour les victimes l'importance des décisions de transaction, puisque les victimes vont disposer extrêmement rapidement d'une décision constatant une infraction et n'auront pas besoin d'attendre que tous les recours se soient déroulés contre ce qui est le cas pour les décisions de sanction, décisions classiques de sanction. Alors, petit bémol à cette constatation, il y a eu des dates d'entrée en vigueur de l'ordonnance transposant la directive qui fait que seules les pratiques commises après mars 2017 seront concernées par cette présomption irréfragable. Alors, pour terminer, je dirais que la directive est de façon générale favorable aux victimes, qu'elles soient plaignantes ou tierces à la procédure, puisque cette directive facilite le recueil des preuves de façon générale, instaure des présomptions simples de préjudice en cas de cartel, permet la condamnation solidaire au civil des sociétés mères avec leurs filiales, auteurs des pratiques. Et elle permet aussi aux victimes de se fonder sur des décisions de transaction émanant d'autorités de concurrence étrangère, alors non plus en tant que présomption irréfragable, mais en tant qu'élément de preuve, mais c'est important. Bon, les décisions, bien sûr, de la Commission, elles ont toujours eu une valeur liante pour les juridictions, donc rien de changé sur ce point. Et donc on voit bien que la faute est plus facilement démontrée, la charge probatoire qui pèse sur la victime est allégée du fait de cette transposition. Et de ce point de vue, la procédure de transaction est plus avantageuse pour la victime que, par exemple, la procédure d'engagement, qui ne vaut qu'à titre de simple commencement de preuve et qui souvent fonde des actions en réparation devant les juridictions qui doivent se livrer à une nouvelle analyse finalement des pratiques, puisqu'elles n'ont qu'une décision d'engagement. Alors, les constatations factuelles des décisions de transaction de l'autorité, dont j'ai dit donc... alors, les pures constatations factuelles, donc le grand 1 des décisions de l'autorité, alors elles sont nourries. Hein, donc on y trouve également des choses. Hein, on y trouve la description du secteur, des entreprises, des pratiques mises en cause. Les pratiques sont longuement décrites. Et donc elles contiennent des éléments utiles aux victimes, car elles décrivent les marchés, les pratiques et leurs auteurs. Les pièces du dossier hors pièces auto-incriminantes, dont la notification de grief qui contient l'ensemble des éléments de fait et de droit, sont accessibles et peuvent être demandées au juge dans le cadre d'une procédure qui a été grandement facilitée par la transposition de la directive. Donc au total, je serais assez d'accord avec M. Guéland, c'est-à-dire je trouve que la procédure de transaction ne me semble pas poser de véritables problèmes au regard de la réparation des préjudices des victimes des pratiques. Et d'ailleurs, les actions spectaculaires qui sont menées donc justement dans l'affaire du cartel des camions, alors malheureusement les juridictions françaises ne sont pas saisies de ce cartel, montrent bien que même en présence d'une décision d'une trentaine de pages de la Commission européenne, bien les victimes, elles trouvent quand même de quoi alimenter leurs demandes devant les juridictions. Alors évidemment, on n'a pas encore le résultat de ces actions, mais on voit bien quand même que les victimes ne sont pas dépourvues de toute arme pour cela.
Voilà, donc j'en aurais terminé. Donc un bilan, je dirais, assez équilibré de cette procédure. Merci beaucoup Irène. Donc oui Muriel, donc pour terminer, deux points. Alors le sujet des transactions hybrides, on voit que le projet de communiqué montre une certaine réticence vis-à-vis des transactions hybrides. Pour autant, il y en a eu quelques-unes dans le passé et peut-être y en aura-t-il d'autres. Donc peut-être que nous exposer quelles sont les difficultés particulières liées à ces procédures, outre le fait que le gain procédural du point de vue de l'autorité de la concurrence est quand même significativement érodé. Et deuxième point, ça a été évoqué aussi ce matin par nos collègues des autres juridictions européennes, des autres autorités européennes, la question des voies de recours qui existent ou n'existeraient pas pour que quelqu'un qui a conclu une transaction puisse contester une décision qu'il a lui-même acceptée d'avance par la transaction. Est-ce possible, pas possible, dans quelles conditions ? Merci. Oui, effectivement, beaucoup a déjà été dit au cours de cette matinée qui touche à sa fin. Et donc, je vais plutôt aborder des sujets qui fâchent, en quelque sorte. J'ai le mauvais rôle, mais je n'en remercie pas moins les organisateurs pour cette invitation. Et donc, au risque de surprendre d'ailleurs certains dans cette salle, j'adopterai plutôt le point de vue des entreprises mises en cause devant l'autorité, plutôt que celui des plaignants. Et donc, je vais peut-être inverser effectivement l'ordre des questions qui m'ont été soumises par Stanislas. La première, effectivement, c'est la question de savoir si une entreprise qui est entrée en voie de transaction conserve ou non la possibilité de former un recours devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre de cette décision, même si Nicolas Guérin, pour reprendre ses propres termes, a jugé cela surprenant. Alors, effectivement, il est vrai que son propos peut être alimenté par un arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Engie, l'arrêt du 6 juillet 2017, dans lequel la Cour indique effectivement, évoque une renonciation de l'entreprise à ses droits de la défense et à son droit au recours sur ces points. Cela étant, je voudrais quand même souligner que ce n'était pas la question centrale qui était posée à la Cour d'appel dans cette affaire, puisqu'il s'agissait, on l'a déjà dit, d'une question de communication de pièces. Et j'ai cru comprendre que la Cour d'appel de Paris aurait à se prononcer dans un avenir plus ou moins proche, puisque je ne connais pas l'agenda exact. Alors évidemment, je ne vais pas me prétendre me substituer à la Cour d'appel de Paris, d'autant moins que je ne suis pas juge, contrairement à ma voisine. Mais il me semble que ce n'est peut-être pas aussi évident que cela d'exclure tout droit à recours de la part de l'entreprise qui a accepté d'entrer en voie de transaction et qui a obtenu, effectivement, qui a fait l'objet, plus exactement, moi aussi il faut que je fasse attention à mon vocabulaire, qui a fait l'objet d'une décision rendue sur transaction. Alors d'abord, je ne vais pas m'y attarder puisque cela a été déjà dit ce matin. En droit de l'Union européenne, les juridictions européennes admettent effectivement que l'entreprise puisse former un recours en ce qui concerne le calcul de la sanction. Par ailleurs, on pourrait aussi se dire qu'il y a certaines exigences qui découlent de l'article 6 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne, qui peut-être pourraient conduire à considérer qu'une entreprise doit conserver le droit d'exercer ce recours. Et puis, sur le terrain du droit processuel français, on peut encore s'interroger, parce que d'abord, on peut se dire, mais une transaction, mais s'agit-il d'une transaction au sens du Code civil ? Auquel cas, en quelque sorte, la messe serait quasiment dite. Oui, mais il me semble justement qu'il faut écarter tout rapprochement avec la transaction du Code civil, et je le dis non pas seulement parce que j'ai cru comprendre, en suivant Anne, qu'il y avait des mots tabous, pas de concession, n'est-ce pas ? Pas de concession, pas de négociation, même si sur l'aspect pas de négociation, j'ai cru comprendre également qu'il y avait peut-être hésitation. Parfois, oui, mais... Voilà, ou un deal peut-être. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'on peut vraiment écarter l'idée qu'il s'agisse d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. L'autorité de la concurrence, elle dispose bien, même si son pouvoir est borné par la fourchette fixée par la transaction, elle dispose bien d'un pouvoir d'appréciation. Et donc la situation de l'entreprise ou des entreprises est régie par une décision et non pas par un contrat qui viendrait mettre fin à un différend
et dans le cadre duquel l'entreprise concernée renoncerait à toute possibilité de recours. Par ailleurs, quand on regarde les textes du Code de commerce, et plus précisément l'article L464-8 du Code de commerce, eh bien, force est de constater que le texte ne fait aucune distinction. Il n'a pas été modifié par la loi Macron. Il aurait pu l'être. Peut-être devrait-il l'être avec la loi Pacte, avec les travaux en cours avec la loi Pacte, c'est une question. Mais à aujourd'hui, il n'a pas été modifié. Et donc, il ne distingue pas. Et la décision rendue sur transaction me semble faire partie, effectivement, des décisions pouvant ouvrir droit à recours. Alors ensuite, il reste quand même à se demander, mais quel serait l'intérêt à agir de l'entreprise qui aurait, dans l'hypothèse où l'autorité aurait prononcé une sanction dans les limites fixées par la transaction. Et c'est vrai que c'est peut-être là que se situe l'interrogation. En même temps, il a été question ce matin, et notamment à travers les propos introductifs de Madame la Présidente, et puis également l'interrogation d'un intervenant, d'un participant, il était question des procédures de transaction qui existent dans d'autres domaines. Et par exemple, en matière pénale, la comparution sur reconnaissance de culpabilité, eh bien, il me semble, je ne suis pas pénaliste, mais il me semble que dans cette matière, le jugement qui va homologuer des peines peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, alors même que celui-ci a accepté les sanctions qui lui sont infligées. Alors, bien sûr, on peut se dire, mais quand même, quelle est la marge de contestation dont va disposer l'entreprise en cause d'appel? Que peut-elle contester? Eh bien, il me semble, en tout cas, effectivement, et finalement, bien que n'étant pas juge, on se retrouve peut-être effectivement avec ma voisine, il me semble effectivement qu'il lui est possible de contester la partie relative aux sanctions, précisément, ce qui ne nuira pas aux victimes. Vous voyez, chasser le naturel, il revient au galop. Je m'intéresse tout de même à la situation des victimes. Mais il lui reste possible effectivement de contester la question des sanctions, par exemple parce qu'il aurait eu l'espoir de bénéficier d'une sanction plus proche de la fourchette basse que de la fourchette haute. C'est un exemple, me semble-t-il, qui pourrait, peut-être, mais je ne suis pas juge, et je ne voudrais pas l'être, mais qui pourrait peut-être ouvrir droit. C'est possible. Non. Je suis beaucoup moins fin juriste que toi, Muriel, mais la présidente l'a dit, on va voir le cas qui va être tranché prochainement par la Cour d'appel dans sa grande sagesse. Mais spontanément, moi, je vois deux aspects. Effectivement, c'est ce que tu as dit sur. À partir du moment où l'entreprise est sanctionnée dans le cadre de la fourchette qu'elle a acceptée, tu ne vois pas bien en quoi la décision lui fait grief. Enfin, en tous les cas, elle a accepté d'avance le grief que ça lui fait. Donc, moi, en première ligne, j'aurais tendance à penser que c'est irrecevable. Et en seconde ligne, c'est ce que disait M. Blek ce matin pour ce qui se faisait à la CMA. En seconde ligne, le raisonnement me semblerait de dire, si on juge ça recevable, quoi de non, mais si d'aventure, et si par impossible on juge ça recevable, du coup, le raisonnement en seconde ligne, ça serait de dire, en contestant la décision, tu sors du cadre de la transaction. Donc, la transaction n'existe plus et donc il faut augmenter la sanction. Ce qui est le raisonnement qui est suivi en Grande-Bretagne. Alors, la difficulté, c'est que pour que le juge puisse augmenter la sanction, il faut un recours incident. Et aujourd'hui, il n'y a que le ministre qui peut faire un recours incident. Alors, il le fera peut-être, mais l'autorité n'a pas la possibilité de faire un recours incident sur ses propres décisions, ce qui jusque-là était assez logique. L'autorité a fixé un niveau de sanction, elle n'a pas de raison de faire un recours incident pour dire on va l'augmenter. Si jamais on acceptait que les transactions soient contestées, ce que je ne souhaiterais pas, mais si jamais on l'acceptait, il faudrait peut-être doter l'autorité de la possibilité de faire un recours incident dans ces situations-là pour demander une aggravation de la sanction. Ce qui renforce de plus fort mon interrogation tenant à l'opportunité d'ajouter quelque chose dans le cadre de la loi Pacte qui est en cours d'adoption. Alors, s'agissant ensuite de la question des transactions hybrides, eh bien, assez rapidement, effectivement, compte tenu de l'heure qui tourne, vous le savez bien, la situation des personnes qui vont refuser d'entrer en voie de transaction est néanmoins affectée par cette transaction qui se déroule par ailleurs, puisque la renonciation à contester les griefs de la part d'une ou plusieurs autres entreprises peut établir à leur égard la matérialité des faits et la qualification juridique. En réalité, elles ne peuvent plus contester que leur participation personnelle à l'entente, me semble-t-il. Alors,
comment cela se traduit effectivement du point de vue des actions indemnitaires en présence d'une décision hybride? Bien, en réalité, le principe de solidarité qui est posé à l'article L481-9 du Code de commerce depuis la transposition de la directive a pour conséquence que la victime va avoir la possibilité de demander réparation de l'intégralité de son préjudice, si elle parvient à le prouver, à l'un quelconque des responsables. Or, celui ou ceux qui ont transigé, eh bien pour cela, effectivement, la faute est présumée irréfragablement à compter de la décision de l'autorité, puisque cette décision ne peut plus faire l'objet, point de vue, ne peut plus faire l'objet d'un recours en ce qui concerne le constat d'infraction. Alors que pour les autres entreprises, celles qui n'auraient pas transigé, eh bien, il va falloir attendre, si elles exercent un recours, ce qui est possible, probable, il va falloir attendre effectivement la décision de la Cour d'appel. Cela signifie effectivement que l'entreprise ou les entreprises qui auront choisi d'entrer dans la voie de transaction seront évidemment exposées au risque qu'une action soit engagée plus rapidement à leur encontre, y compris en étant exposée à une demande de réparation pour l'intégralité du préjudice. Alors bien sûr, cette entreprise dispose ensuite d'un recours. Elle a la possibilité effectivement d'exercer une action récursoire. C'est la question de la répartition finale de la dette. La question peut alors se poser de savoir si, au stade de cette répartition finale de la dette de responsabilité entre ceux qui auraient transigé et ceux qui ne l'auraient pas fait, eh bien, l'existence d'une transaction avec l'autorité a une incidence. En principe, non. En principe, non, puisque la contribution finale s'effectue à proportion de la gravité des fautes respectives et du rôle causal dans la réalisation du dommage. La transaction ne retire absolument pas la gravité, le moindre caractère de gravité à la faute constituée par la violation du droit de la concurrence. Alors peut-être pourrait-on se demander si l'entreprise ayant transigé pourrait faire valoir qu'elle aurait eu un rôle causal moindre dans la réalisation du dommage parce que, par exemple, son choix d'entrer en voie de transaction aurait permis de faire accélérer la procédure. C'est une question tout à fait inédite. Et puis peut-être, pour en terminer par là, j'aurais eu encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais me censurer. Peut-être pourrait-on se demander si dans le cas où on fait le choix d'une transaction, il ne faut pas coupler, il n'est pas opportun, c'est une question, de coupler une transaction civile, cette fois-ci bien au sens de l'article 2044 du Code civil, à une transaction autorité de la concurrence, à une transaction du Code de commerce, ce qui soulève alors la question de savoir, par exemple, quelle réduction de sanctions pourrait être accordée à l'entreprise qui, effectivement, entrerait en transaction civile très rapidement, en même temps qu'elle fait le choix d'entrer en transaction avec l'autorité de la concurrence. Peut-être est-ce une question que le projet de communiqué de procédure... Enfin, c'est une question qui n'est pas traitée par le projet de communiqué de procédure et qui pourrait peut-être être abordée. Merci beaucoup Muriel. Donc il nous reste quelques minutes avant, j'allais dire l'apéro, mais c'est le cocktail déjeunatoire. Donc est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, remarques? Oui, il y en a beaucoup. Marie-Cécile. Oui, bonjour. Juste un commentaire sur l'intérêt à agir de l'entreprise qui a transigé. Dans le cadre de la non-contestation des griefs, donc avant et à l'époque, comme le rappelait Anne Waxman, l'époque la plus récente où l'autorité proposait, enfin les services d'instruction proposaient non pas un taux de réduction, mais une fourchette de taux de réduction, certaines entreprises ont contesté devant la Cour d'appel avec succès le taux de réduction retenu par le collège parce c'était pas le plus bas de la fourchette proposée par les services d'instruction. Donc je ne vois pas pourquoi, en transaction maintenant où il y a une fourchette de montant en valeur absolue, il ne serait pas possible toujours pour l'entreprise de contester le montant s'il ne correspond pas au bas de la fourchette. Après, en termes d'incitation pour l'autorité, c'est pas terrible non plus, quoi. C'est-à-dire que... non, mais ça donne pas envie, quoi. Je voudrais rebondir sur les propos de Stanislas Martin sur les programmes de conformité et donc prolonger ma question de la première table ronde. Moi, je suis moins optimiste que vous sur la pénétration de la culture de conformité en France. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. La loi Sapin II ne concerne uniquement l'anticorruption. Et la manière dont ça se passe ailleurs, aux États-Unis notamment, c'est que si vous n'avez pas de programme de conformité
À ce moment-là, vous êtes plus sanctionné, on peut vous imposer un moniteur, et ça c'est à la charge de l'entreprise et pas du tout de l'autorité. Et si vous avez un programme de conformité, vous pouvez peut-être avoir moins de sanctions, en tout cas pas de moniteur. Donc l'incitation, elle est là. Donc j'étais pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Mais dans le système américain tel que vous le décrivez, effectivement, les incitations ne sont pas les mêmes que dans notre ancien système, effectivement. Alors, je profite peut-être de cette occasion pour revenir un instant sur le point de la conformité, parce que ça a été un sujet très débattu après la décision revêtement de sol. Et je voulais faire un petit point sur la raison pour laquelle l'autorité s'est prononcée dans sa décision. Alors, ça montre peut-être parfois les difficultés lorsqu'on utilise des instruments de droit souple comme ligne directrice, voilà, qui ont pour but normalement de donner de la prévisibilité aux acteurs. Et c'est pour ça qu'on continue dans cette démarche, comme le montre le communiqué de procédure sur la transaction. On s'est rendu compte à l'occasion de cette décision revêtement de sol que c'était peut-être le moment de faire un point sur la pratique antérieure, puisque c'est vrai que le document qui était toujours dans le paysage, il était daté puisqu'il mentionnait encore la NCG alors qu'on était passé dans l'ère de la transaction. Donc d'une certaine façon, c'est pour ça qu'on a utilisé la notion de caducité. Le rapporteur général avait pris un certain pli dans ce dossier, qui était de ne pas accorder, de ne pas prendre en compte les propositions d'engagement. Et le collège a eu une nouvelle délibération sur le sujet, parce qu'il y avait une question un peu technique qui était est-ce qu'il y avait place pour un débat devant le collège sur une proposition d'engagement qui n'avait pas été incluse dans le procès verbal de transaction. Donc là, c'était un point un peu procédural. Mais plus largement, finalement, est-ce qu'en 2018, il fallait maintenir la pratique antérieure ou l'infléchir ? Donc, ce qu'on a voulu faire dans la décision revêtement de sol, c'est au-delà du cas d'espèce, marquer une sorte de position générale qui reste quand même assez souple, nourrie des réflexions aussi qui ont été partagées par Stanislas Martin. Mais je voulais y revenir. Bon, la position, d'une certaine façon, a été lue comme un rapprochement avec la pratique de la Commission européenne, qui n'avait pas cette prise en compte des engagements de conformité. Mais notre position, elle avait deux volets. Donc, il y avait un premier qui était de dire est-ce que c'est toujours aujourd'hui justifié d'avoir un tel bénéfice des engagements de conformité ? Ça, c'est la réflexion sur l'ordre public, la dissuasion de la sanction, une sorte de proportionnalité. Mais plus largement, et c'est peut-être un aspect qui a été moins perçu, une conviction qu'un programme de conformité, il doit avant tout exister pour marcher, pour fonctionner. Faire un programme pour le vendre à l'autorité, faire un magnifique programme qu'après l'autorité va devoir suivre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut plus voir. On a vu des programmes de conformité magnifiques qui n'empêchaient pas la réitération. Bon, un programme de conformité, il ne suffit pas qu'il soit en place pour qu'il soit efficace. Et ça, les entreprises le savent très bien. C'est très lourd à faire vivre. Finalement, on peut avoir une magnifique procédure, des personnes qui vont passer des heures en formation et elles continuent à faire des ententes. Ou voilà. Donc, donc vraiment, c'est une conviction que on n'entend pas dire que la conformité n'est pas importante, bien au contraire. Et on continuera à échanger avec les entreprises et leurs conseils sur ce sujet. On pense au contraire que c'est prioritaire et que ça n'a pas à être monnayé, valorisé. Voilà. Alors, on a bien sûr pris une position souple qui réserve le cas, par exemple, de PME, pour lequel ça serait vraiment quelque chose de très nouveau, très particulier, où on voudrait donner un coup de chapeau à une démarche bien spécifique. Et on a aussi pris en compte la nature des infractions. Bon, là, on était face à des infractions très, très classiques, qui sont parmi les plus graves. Donc, c'est tous ces éléments qui ont été pris en compte dans la décision. Mais il est vrai qu'on a changé de pied sur ce point. Bon, ça a pu être regretté et peut-être je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion d'anticiper avant sur ce sujet. C'est la limite du droit souple. Il y a parfois des affaires qui nous conduisent à trancher des points. Et donc, on revient un petit peu en arrière sur une indication donnée précédemment. C'est aussi le fait que le droit est vivant et que voilà, on peut évoluer aussi dans notre pratique. Oui, non, juste une précision pour relativiser le précédent que constituerait le droit pénal sur la procédure de CRPC. Il y a certes une voie d'appel, mais cette voie d'appel et l'appel ne sera jugé recevable que si la personne qui a fait l'objet de la CRPC a fait l'objet d'un refus d'homologation par le juge. Certainement pas quand le juge a homologué la CRPC et on ne voit pas bien ce que la personne contesterait. Donc on est uniquement dans ce cadre-là, donc il ne me semble pas que le précédent puisse être invoqué. Donc j'ai bien fait effectivement de préciser que je n'étais pas pénaliste. C'était une précaution utile. En revanche, je maintiens le reste. Oui, moi, je voudrais faire une remarque sur les différences entre la procédure de transaction et la procédure de non-contestation de grief, car souvent on ne place pas les différences aux bons endroits.
Alors, la première chose importante qu'il faut dire, c'est que l'ancienne rédaction de non-contestation de grief était très souple, puisque le Code de commerce disait simplement, le rapporteur général, une fois qu'il a fait sa non-contestation, propose au collège d'en tenir compte dans le prononcé de la sanction. D'en tenir compte comment? Eh bien, précisément, ceux qui ont la mémoire de la jurisprudence savent que personne ne savait. Et qu'au départ, un de nos lointains prédécesseurs de Stanislas Martin, donc Patrick Hubert, avait, après avoir beaucoup réfléchi, avait dit dans l'affaire des calculettes, si le plafond légal de sanction est diminué de moitié, puisque vous savez que dans la NCG, il y avait une diminution de moitié, eh bien, c'est qu'on doit avoir, par homothétie, une diminution de moitié de la sanction. Donc il avait proposé ça au collège qui avait refusé cette solution et donc ça l'avait beaucoup perturbé. Je disais, alors, mais si on ne peut pas faire ça, il va falloir que je trouve moi-même un niveau de réduction de sanctions et c'est comme ça qu'on était arrivé à la notion de fourchette pour essayer de garder la souplesse tout en donnant des indications. Mais vous savez aussi qu'on pouvait donc donner un montant de réduction, une fourchette de réduction, mais aussi un plafond de sanctions. Et il y a eu beaucoup d'affaires, et Nicolas peut en témoigner, puisque ça a concerné son entreprise, où Orange est venu et a négocié, dans le cadre d'une non-contestation, un plafond de sanctions. Et donc, est-ce qu'on aurait pu aussi faire des fourchettes de sanctions? La loi ne l'interdisait pas. Et donc, ce n'est pas ça l'innovation de la transaction. L'innovation de la transaction, c'est que maintenant, on n'a plus le choix de la manière dont le collège va tenir compte. Les entreprises ont obligatoirement un droit à obtenir un montant en euros, alors qu'avant, c'était selon la négociation, puisque ça, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas beaucoup de parler de négociation, c'était comme ça que ça se passait. Et deuxième point important s'agissant des engagements, et pour aller dans le sens de ce qu'a dit la présidente et ce que je pense, sans révéler de secret, la large majorité du collège, c'est que ces engagements de conformité, c'était faute de mieux. Je rappelle que dans l'ancienne rédaction, les engagements étaient obligatoires. On ne pouvait pas venir en disant je ne conteste pas, je prends mes moins 20%. On devait aussi amener des... Et alors, dans le cas des ententes horizontales, qu'est-ce qu'on pouvait bien amener? Eh bien, on n'avait aucune idée. On était peut-être mauvais à l'époque, mais on n'avait rien trouvé. En tout cas, rien de mieux que le programme de conformité. Et l'usage s'était installé, effectivement, avec une sorte de barème en disant si vous ne contestez pas, c'est je ne sais plus combien, 10%. Si vous mettez de la conformité, c'est 15%, et ainsi de suite. Donc tout ça est maintenant dans les poubelles de l'histoire, et de mon point de vue, c'est pas plus mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Moi, j'ai une question sur la base de la négociation avec les services d'instruction. J'utilise le gros mot. Qui est la à base titre personnel, ça ne me traumatise pas. Mais... la base de référence qui est, on le voit, les services d'instruction insistent beaucoup dessus, qui est le communiqué de procédure. Il se trouve que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que l'autorité de la concurrence, dans ses décisions hors transaction, hors non-contestation, se départit de plus en plus souvent, en tout cas de manière récurrente, de la manière de calculer du communiqué sanction, et on arrive, si on commence à voir des patterns arriver, en tout cas, et des justifications qui peuvent éventuellement se retrouver dans des dossiers sur lesquels la question de la transaction se pose. Du coup, dans quelle mesure, pour les services d'instruction, le communiqué sanction est le fondement exclusif de la négociation qui va se faire entre les services d'instruction et les parties? Ou est-ce qu'il y a aussi des éléments de prise en compte, on pense à la taille des entreprises notamment, des éléments qui peuvent être pris en compte, qui ont été utilisés par l'autorité de la concurrence pour se départir du communiqué sanction, qui pourraient être pris en compte aussi dans le cadre de la négociation de la transaction? C'est plus une question pour le collège qui est bien représenté ici, mais moi, j'ai pas le sentiment que l'autorité se départisse du communiqué sanction. Après, les majorations grandes entreprises, etc., ils sont prévus par le communiqué sanction. Et en tout cas, du point de vue des services d'instruction dans le cadre de la transaction, effectivement, nous, on déroule le communiqué sanction en évaluant ce que pourrait être la sanction en l'absence de transaction. Et c'est évidemment ça qui vont déterminer, j'utilise le mot, la négociation. C'est que s'il n'y a pas de deal, on va se retrouver dans cet ordre-là. Et donc, on sait que le deal, il se trouve quelque part en dessous. Et on a besoin de ça, nous, pour démarrer la négo. Sinon, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Après, pour le reste, je ne sais pas, Isabelle, si tu veux...
Oui, peut-être un point complémentaire sur le sujet de comment est-ce que le communiqué de procédure intervient dans le processus de décision et qui commence avec les services d'instruction qui se poursuit par le collège. Alors, le communiqué de procédure, il est toujours présent dans l'esprit de chacun. Alors, parfois, je trouve que les débats ou les critiques sur les pratiques actuelles sont un petit peu surprenants, puisque à chaque fois qu'on s'écarte du communiqué sanction, c'est toujours dans un sens favorable à l'entreprise, puisque dans la pratique de l'autorité, enfin, en gros, et j'ai pas de contre-exemple, le communiqué sanction est une sorte de maximum qu'on ne va pas dépasser. Voilà, tout est prévu, et donc quand on déroge, c'est forcément favorable à l'entreprise. Alors là, c'est vrai qu'avec la transaction, on rentre dans une logique plus de forfaitisation raisonnable, puisque, comme il a été dit dans le communiqué de procédure, les discussions entre services d'instruction et entreprises partent des grandes catégories du communiqué de procédure de 2011. Et après, comme il faut que l'entreprise trouve un bénéfice à la discussion, bien sûr, il va y avoir des montants qui vont être baissés par rapport à ce qu'aurait été le calcul théorique de la sanction. Et donc, par rapport au souhait de certains que dans les décisions de l'autorité, on trouve une sorte de reconstitution a posteriori, qu'on a fait baisser 5% sur la valeur des ventes ou 20% sur tel item, très honnêtement, ce n'est pas du tout une direction vers laquelle je pense qu'on puisse raisonnablement aller, parce que ça complexifierait une sorte de reconstitution ex post de discussions qui ont fait intervenir toute une série d'éléments. Et je crois vraiment qu'il faut accepter que, in fine, dans la procédure de transaction, et en tout cas dans les décisions sur ce point, on assume une logique de forfait. Alors, ça ne veut pas du tout dire que le collège ne délibère pas pour trouver la juste sanction au sein de la fourchette. Et s'il n'est pas satisfait de la fourchette, il a toujours la possibilité de renvoyer à l'instruction. Mais donc, le débat à l'origine garde la référence du communiqué de procédure. Et ensuite, il y a tous les éléments qui ont pu être indiqués. Et dans notre esprit, en tout cas, l'un des progrès de la procédure de transaction par rapport à la procédure NCG, c'est de pouvoir encore mieux caler le montant final de la sanction aux données de l'espèce. Donc, on sort de l'idée c'est 10% ou c'est 20%. On peut aller à des réductions plus importantes pour des entreprises lorsqu'il y a vraiment un grand bénéfice procédural pour l'autorité qui est apprécié d'abord par le rapporteur général et qui devra être validé in fine par le collège. Peut-être que dans certaines affaires, le bénéfice procédural sera perçu comme très minime et donc peut-être que les discussions s'engageront sur une réduction un peu moins significative. Et c'est vrai que comme on est dans les premiers temps de la procédure, peut-être que les uns et les autres se demandent finalement qu'est-ce qu'ils peuvent attendre. Et je comprends ce souhait de lisibilité. Mais en même temps, je pense que si on allait vers des décisions qui disaient on a fait moins 5% là, moins 20% là, moins 30%, on va repartir dans un système où on aura perdu tout le bénéfice. Et en plus, ça encouragera l'idée de dire je vais aller à la cour d'appel, dire là, vous n'auriez pas dû mettre moins 5, mais moins 7. Donc, moi, très clairement, je n'envisage pas un recours d'une entreprise disant je n'ai pas eu le bon montant au sein de la fourchette. Mais ça, la cour d'appel devra trancher ce point. Mais pour moi, c'est quelque chose de totalement exclu. Et si on allait vers ce genre de mise en pratique de la transaction et des recours, très clairement, l'autorité ne verrait plus de bénéfice à la transaction. Donc là, comme elle a quand même le pouvoir d'aller ou non en transaction, ça sera un élément qui affaiblirait très fortement la valeur ajoutée du point de vue de l'autorité. Merci. Est-ce qu'il y a encore Ingaki ? Merci beaucoup. Une petite observation par rapport à ce qu'a indiqué Muriel Chani comme piste d'évolution, en tous les cas de récompenses qui seraient octroyées aux entreprises qui jouent le jeu de la transaction dans le cadre des recours indemnitaires et qui viendraient donc faire une nouvelle exception aux principes, aux grands fondamentaux de droit de la responsabilité délictuelle qui ont déjà été sérieusement écornés avec la présomption irréfragable que vous avez tous encouragé. Je voudrais quand même rappeler une chose. Il a été dit tout à l'heure que effectivement la transaction, elle allait être souvent appliquée à la suite d'une demande de clémence, de second rang. Je rappelle quand même que, je ne vais pas faire ma sociologie du droit, de la concurrence, mais on ne prête qu'aux riches. Il ne faut pas oublier, on en a beaucoup parlé avec Stanislas, que la transaction de second rang, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Quand on est en cartel avec de très nombreuses sociétés, comme vous avez eu l'occasion de le juger ces dernières années, avec des grands groupes, des toutes petites sociétés, les PME, elles n'ont pas les moyens d'aller en transaction de second rang. D'abord parce qu'elles ne savent pas. Ensuite, elles n'ont pas les preuves. De clémence de second rang, pardonnez-moi. Et elles n'ont pas les moyens, en fait. Donc si en plus, on a une généralisation de la transaction à la suite de la clémence de second rang,
et qu'ensuite c'est récompensé dans le cadre de recours indemnitaires parce que ces grands groupes, par opposition aux petites sociétés, bien qu'elles soient souvent d'ailleurs non pas leaders dans les ententes, mais en tous les cas dans un rôle prééminent, sont récompensées, on va se retrouver vraiment avec une généralisation d'une sanction des petites entreprises par rapport aux grands groupes. Vas-y. Oui, juste pour réagir effectivement à ce qui vient d'être dit, mon propos n'était pas de créer une nouvelle exception au principe de solidarité, c'était simplement une interrogation au regard des critères qui ont été retenus par le législateur, qui sont effectivement la gravité de la faute, et là, je crois qu'on peut être absolument certain que ça ne change pas la gravité de la faute. En revanche, mon interrogation était effectivement par rapport au rôle causal. Est-ce que cet argument pourrait être soutenu ? Je n'ai pas dit quelle serait la réponse apportée par un juge, mais c'est une question qui pourrait être posée. Voilà, c'était simplement ça, mais il ne s'agissait pas de poser une nouvelle exception. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, encore une. J'ai une question dans les recours, dans les actions de follow-on. Si l'entreprise qui a transigé se retrouve finalement à contester les griefs dans le cadre de la contestation de la faute, est-ce que l'autorité envisagerait du coup de renoncer, enfin de revenir à une sanction plus élevée ? Vas-y, Irène. L'autorité peut pas revenir sur sa décision. Et puis, il y a quand même une pratique juridictionnelle qui consiste à dire que si l'entreprise ne peut pas contester devant les juridictions de recours le constat d'infraction. Ça a déjà été jugé, ça, pour la non-contestation des griefs. Et ce constat, je pense, il me semble difficile, mais bon, les choses sont toujours ouvertes. En matière de jurisprudence, il y a des évolutions aussi. Mais il me semble difficile de revenir sur ce principe-là pour la transaction. Peut-être, juste un mot. Alors, je suis absolument du même avis qu'Irène. Le seul cas où il pourrait y avoir une question intéressante, mais là aussi, je me méfie de mes propos, c'est une question qui pourrait se poser. C'est dans l'hypothèse, effectivement, d'une transaction hybride dans laquelle la filiale aurait choisi de transiger et la société mère aurait, quant à elle, choisi de contester. Parce qu'effectivement, on aurait alors une hypothèse extrêmement intéressante au civil, dans la mesure où on a, me semble-t-il, une petite... Je vais très vite, compte tenu de l'horaire, mais on a une petite dichotomie entre, d'un côté, le texte, l'article L481-2 du Code de commerce qui prévoit que la décision de constat d'infraction créera donc une présomption irréfragable à l'encontre de la filiale. Et en revanche, la société mère ayant choisi de contester, j'imagine qu'elle fera un recours. C'est assez probable, me semble-t-il. Et donc, dans cette hypothèse-là, on aura une question intéressante parce qu'il faut combiner ce texte, je vais extrêmement vite, avec l'article L481-1 qui pose le principe de responsabilité de toute personne physique ou morale formant l'entreprise à raison de la commission de la pratique anticoncurrentielle. Là, c'est un sujet intéressant. Mais je pense que je vais sûrement susciter des réactions en disant cela. Comme la commission, n'accepter la transaction que si la société mère et la fille. Oui. Ce qu'on fait en pratique, effectivement, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je pense qu'on en arrive au stade où le débat devient trop subtil et compliqué pour moi. Donc, je vous propose d'arrêter. Merci beaucoup à nos 4 intervenants pour leur contribution.